Entretien exclusif avec les directeurs de communication de la Commission électorale nationale et indépendante. Madame, Messieurs, bienvenue à tous. L'actualité l'oblige. Nous allons aborder l'actualité autour du processus électoral. Monsieur Jean-Baptiste Itipo, bonjour. Bonjour. Vous avez procédé à la convocation de l'électorat la semaine dernière ici à Kinshasa. Peut-on parler du dernier virage ? Oui, je crois que c'est vraiment le dernier virage en termes de convocation de l'électorat. Vous savez, nous l'avions commencé avec la convocation de l'électorat pour la députation nationale et après on l'a fait pour la députation provinciale, c'est-à-dire les élections de députés provinciaux, combinées avec la convocation de l'électorat pour les conseillers communaux, du moins pour les communes qui sont situées au chef-lieu de province. Et le 1er septembre dernier, conformément au calendrier électoral rendu public par la CENI le 26 novembre 2022, son Excellence, le président de la CENI, Denis Kadima, accompagné de tous les membres, n'est-ce pas, de l'Assemblée plénière de la CENI, a procédé à la convocation de l'électorat pour l'élection présidentielle. Très bien. Et donc, c'est vraiment le dernier virage qui va nous conduire à l'organisation des scrutins le 20 décembre 2023. Et comme vous le savez, il est prévu à cette date-là que l'on organise 4 scrutins le même jour. Voilà. Le même jour. Une première. Oui, une première. Nous aurons l'élection présidentielle, nous aurons les législatives nationales, nous aurons l'élection des députés provinciaux et puis nous aurons l'élection des conseillers communaux au niveau des chefs-lieux des provinces. Ouais. Donc pour la première fois, au moins, nous irons voter pour 4 scrutins. Alors pendant ces temps, la CENCO vous dit que vous préparez les lits de la contestation. Non. Vous savez, en matière électorale, mon frère, oui. En matière électorale, que ce soit dans n'importe quel pays au monde, on parle toujours de la contestation. Il s'agit de pouvoir d'État, d'accord? Laissez-moi vous dire que la CENCO a obtenu de la CENI, non seulement la CENCO, même la mission d'observation électorale de l'Église du Christ au Congo, a obtenu de la CENI pour la toute première fois une observation à long terme. Donc la CENI est ouverte. La CENI a dit à cette mission d'observation, venez voir ce que moi j'organise bien avant même l'organisation des scrutins. Venez voir et travaillons. Nous sommes ensemble avec eux. Mais laissez-moi aussi vous dire que ceux qui suivent le processus électoral dans notre pays se rendront compte depuis 2006 jusqu'au jour d'aujourd'hui, la CENCO n'a jamais été favorable à tout président désigné, n'est-ce pas, à la tête de la CENI. Oui, peut-être elle joue le rôle d'un chien de garde. Non. Qui pas doit forcément. Créer un contrepoids avec la commission Pas électorale. forcément. Oui. Malou, père son âme, M. l'abbé Malou, prêtre catholique de son état, n'a pas obtenu l'appui de la CENCO en 2006. Le pasteur Ngoï Moulunda arrive en 2010, également n'a pas obtenu le soutien de la CENCO. Malou revient, la même situation s'est reproduite. Et il est parti, il est décédé, il nous a quittés. Il a été remplacé par le président Corneille Nangaa, qui non plus n'a pas bénéficié de l'accompagnement de la CENCO. Et au jour d'aujourd'hui, c'est le président Denis Kadima et la même image se reproduit. Donc c'est pour vous dire que quelque part, nos pères de l'Église catholique doivent également apprendre à apprécier ce qui marche très bien et ne pas s'ériger en véritable opposition. Et maintenant, par rapport à leurs revendications, vous vous dites non à un nouvel audit du fichier électoral. Qu'est-ce que vous cachez dans ces fichiers-là? On ne cache absolument rien. C'est comme si on les autorise aujourd'hui, vous, c'est-à-dire les médias, vous pouvez également demander le même travail d'audit. La société civile peut également demander le même travail et n'importe où irons-nous? Il y a un temps pour chaque chose. Ce sont eux qui nous enseignent la parole de Dieu. Il est écrit dans la Bible, il y a un temps pour chaque chose. Et en matière d'élection, il y a également un temps pour chaque chose. Il y a eu un temps où la CENI devait organiser la cartographie. Il y a eu un temps où la CENI était prête avec sa cartographie. Il y a eu un temps où la CENI a lancé l'appel à la population pour venir s'enrôler.
le temps de l'enrôlement, identifiant l'enrôlement a pris fin, il y a eu un temps pendant lequel la CENI a convoqué l'électorat. Il y a aussi un temps pendant lequel les mêmes candidats vont mener campagne. Il y aura un temps durant lequel la CENI va dire, voici, allons voter. Donc il y a un temps. On ne peut pas comme ça arrêter la marche de tout un processus simplement parce qu'un groupe demande à ce qu'il y ait l'audit alors que l'audit a été fait. Nous avons organisé, laissez-moi vous le dire, parce que c'est moi qui avais, parmi les cadres et agents de la CENI, nous étions au four et au moulin. On a organisé des journées portes ouvertes ici. C'est-à-dire que le même fichier là a été ouvert. On leur a demandé, venez. Ils n'ont pas voulu venir le même jour qui a été prévu. Ils ont cherché à venir un autre jour. Et la CENI a accordé. Ils sont venus, ils ont déposé, je crois, une trentaine de questions à la CENI. La CENI a répondu à toutes ces questions. Mais lorsqu'ils ont rendu leur réponse, ça c'est grave. Ils n'ont même pas fait mention à cela, que la CENI a répondu à leurs questions. Et vous voyez, ça dit que c'est comme s'il y aurait des agendas cachés. Bon, je pense qu'on n'entre pas dans ces débats. Très bien. Ce sont nos pères spirituels, on les aime, mais ils doivent changer peut-être leur manière de percevoir le processus électoral. Alors, vous savez même qu'il y a, oui, il y a même, on ne le cite pas, un membre influent de la CENCO qui a dit que, qui prédit le malheur pour le pays. Or, la Bible nous demande de ne rien proférer des paroles de malédiction, mais que sortent de nos bouches des paroles de bénédiction. Peut-être à titre de prévention pour prévenir la CENI. Non, il y a une manière de le dire. Il y a une manière de le dire et pas le dire publiquement. C'est comme si c'est préparé déjà quelque chose. Donc, voilà. Conclusion, on y va comme ça. On n'y va pas comme ça, dire on y va comme ça, non. Pour vous, ce que dit l'ECC, la CENCO, ce sont des caprices. Non, je n'ai pas dit cela. Oui. Je n'ai pas dit cela. Le processus évolue conformément au calendrier électoral rendu public par la CENI. Il faut reconnaître, mon frère, que pour la toute première fois dans l'histoire des élections dans ces pays, moi je suis là depuis le 5 juin 2005. Voilà. Ça fait aujourd'hui plus ou moins 18 ans que je suis dans les élections. Pour la toute première fois dans l'histoire des élections dans ces pays, les élections de 2006 jusqu'à aujourd'hui, nous avons au moins une CENI qui suit à la lettre son calendrier électoral. Et nous sommes à jour par rapport aux différentes lignes de ces calendriers. Nonobstant quelques prolongations qui avaient été accordées pendant la RFE récemment pendant les dépôts de candidature. Nous sommes aujourd'hui vraiment en conformité avec les différentes lignes calendaires. Et donc le processus évolue conformément au calendrier qui a été établi pour que nous arrivions aux élections le 20 décembre. N'oubliez pas, il y a une contrainte d'ordre constitutionnel qui oblige à la CENI de respecter son calendrier. Et c'est surtout la contrainte liée à l'organisation de l'élection présidentielle. Parce que vous savez, il n'y a pas eu dialogue. Ça, je vais vous dire quelque chose. Il n'y a pas eu dialogue. Ça signifie que le 20 décembre 2023, la CENI est obligée. Mais il n'y a pas eu de dialogue peut-être avant le 20 décembre. Non, j'ai dit ceci. Qui en aura? Je parle jusqu'au jour d'aujourd'hui, pendant que j'échange avec vous. Voilà, ok. Il n'y a pas un dialogue. D'accord? Donc la CENI est obligée de s'en tenir à son calendrier rendu public. C'est ça ce que fait la CENI. Et dans la situation où les dialogues seraient la voie par laquelle il faut passer pour arriver à des élections entre guillemets apaisées selon l'opposition, la CENI va faire allégeance? Je ne réponds pas à cette question parce qu'elle n'est pas de ma compétence. Alors, le 20 décembre, nous allons voter. Sans les FCC de Joseph Kabila, sans la Mouka de Martin Fayoulou et quelques acteurs politiques. Non. Vous suivez les informations. Oui. Fayoulou a dit, je l'ai entendu par, je crois c'est l'un de ses lieutenants, le professeur, je peux oublier son nom. Le professeur Kalele. Non, pas Kalele, un autre, je ne sais pas comment on l'appelle, qui a dit que eux n'avaient jamais dit qu'ils boycottaient le processus. Voilà. En tout cas, moi, je l'ai entendu. Mais ils n'ont pas déposé. Sur un média, qui n'ont pas boycotté le processus. S'ils n'ont pas déposé, on ne sait pas, reste à vérifier, mais ils ont dit qu'ils ne vont pas boycotter le processus électoral.
C'est ça, moi je l'ai entendu. Donc pour les législatives nationales, c'est déjà impossible. Ils ne peuvent pas déposer. Le dépôt de candidature est clôturé. Donc ils ne sont pas partie prenante. Alors, sans ces deux poids lourds de l'opposition actuellement, quel est le message que la CENI lance à la face du monde lorsqu'il faut parler de l'inclusivité des élections? Non, les élections sont inclusives. Les élections que nous organisons sont inclusives. Il ne faut pas croire que lorsque vous refusez de participer, donc ce n'est plus inclusif parce que vous avez refusé. Non, les élections sont inclusives. En 2006, dans l'histoire des élections de ces pays, il y a eu un parti qui avait lancé un appel à ses militants pour dire qu'ils ne participent pas. Est-ce que les élections n'étaient pas inclusives? Aujourd'hui, ce n'est plus inclusif parce qu'un parti ou deux partis ont refusé de venir. Non, le processus doit avancer. Le processus doit avancer et nous n'avons que le Congo en partage. Donc si quelqu'un, pour une raison diverse, estime que lui ne participe pas et que nous avons au jour d'aujourd'hui plus de 900 partis politiques, d'accord? Prenons les chiffres ronds, 900 partis politiques. Moins 2, ça fait combien? 898. Là, vous parlez des partis alors que les c'est une grande coalition. Parlons en termes de, même en termes de coalition, de regroupements. Nous en avons, je crois, une soixantaine. D'accord? Oui. Bon, une soixante-dizaine plutôt, une soixante-dizaine. Je n'ai pas le chiffre exact. Voilà. Prenons le chiffre rond, 70 regroupements politiques. 68 acceptent de participer et 2 refusent. Vous allez dire que ce n'est pas inclusif? Oui. Alors, très bien. On parle maintenant des questions techniques. Beaucoup se plaignent du fait qu'ils auront des difficultés pour aller voter. La carte d'électeur devenue invisible. Les écrits n'y figurent plus. Alors, comment la CENI compte compenser à ces problèmes? Bon, je pense que vous suivez l'actualité électorale. Depuis la date du 2 août, la CENI a lancé l'opération de la délivrance des duplicata aux électeurs ayant perdu leur carte d'électeur, mais aussi aux électeurs dont les cartes d'électeurs sont devenues illisibles. Voilà. En fait, c'est un problème technique. Vous savez, lorsqu'on est allé pour l'enrôlement, on nous donnait la carte d'électeur et au finish, le président du centre d'inscription devait, n'est-ce pas, plastifier la carte. Oui. Mais il s'est fait malheureusement que le produit qui a été utilisé pour la plastification contenait de l'alcool. Et l'alcool sur une carte dont les écrits étaient, comment on dit, sur base d'une imprimante thermique, ont fait que l'alcool qui était contenu sur le plastique là de plastification a dû supprimer quelques écrits. Je ne sais pas si vous avez eu la carte d'identité pour citoyen avec flambeau à l'époque de Mobutu. Il suffisait de prendre de l'alcool. Vous mettez de l'alcool sur cette carte-là, ça s'efface automatiquement et vous prenez comment on appelle ça, l'encre, un stylo à l'encre noire, vous mettez votre nom et tout change. C'est ce qu'on a connu. Et la CENI est consciente de ce problème. Et depuis le 2 août, comme je disais, la CENI a lancé un communiqué pour dire que pour ceux qui ont perdu la carte d'électeur, nous délivrons les duplicata, ce n'est pas la première fois. On a délivré des duplicata en 2006, on a délivré des duplicata en 2011, on a délivré des duplicata récemment en 2018, et nous les faisons également cette fois-ci. La nouveauté pour cette fois-ci, ce sont ces écrits qui s'effacent là. Et pour ceux dont les écrits s'effacent, la CENI dit, vous allez directement à l'antenne de la CENI du ressort de votre centre d'inscription pour qu'on vous donne une carte qui remplace la carte qui est devenue illisible. Maintenant, c'est à quel niveau vous avez réparé cette erreur-là? Non. Ou ça sera toujours les mêmes cartes avec des écrits qui vont disparaître? Même on a reconnu, on ne va plus utiliser la plastification comme nous avons fait, mais on va utiliser notre technique. Et ceux qui reçoivent des cartes récemment, là, ils sont conscients, ils trouvent qu'il y a vraiment une grande différence. Et ce n'est pas sur l'ensemble du territoire national. C'est à quelques endroits qui sont bien identifiés par la CENI. Alors, les élections dans les provinces ou les zones insécurisées, je parle des Kwamount, Masisi, Rutshuru, où il n'y a même pas eu enrôlement.
c'est quoi la technique de la CENI? Non. D'abord, il s'agit des territoires, il ne s'agit pas des provinces. Nous avons dans la province du Nord Kivu, nous avons les territoires de Masisi et de Rutshuru. Et puis dans les territoires, dans la province du Mai-Ndombe, nous avons les territoires de Kwamoto. Laissez-moi vous dire, mon frère, que dans les territoires de Masisi, la CENI avait bel et bien commencé l'enrôlement des électeurs. Il y a quelques électeurs qui ont obtenu leur carte. Mais lorsque ça a commencé à tirer entre ceux qui attaquent notre pays et notre armée, qui défend le territoire national, la CENI ne pouvait pas continuer avec ces opérations. Et même vous-même, en tant que journaliste, au jour d'aujourd'hui, si on vous dit, on vous prend, allez maintenant à Masisi ou à Rutshuru, là où vraiment ça tire, vous n'allez pas prendre le risque d'y aller. Kwamuntu, nous étions prêts pour recommencer, Il y avait même un communiqué. Il y avait un communiqué qui est sorti. Voilà. Mais à la dernière minute, c'est au gouvernement de la République à qui revient la charge de la sécurisation du processus. Et le gouvernement nous a conseillé de ne pas y aller parce qu'il y avait encore des poches d'insécurité. Non pas à Kwamotu comme cité, mais à l'intérieur du territoire. Et la CENI ne peut pas mettre en danger la vie des électeurs, la vie de son personnel, et le matériel. Savez-vous que pour l'enrôlement dernier, nous avons perdu 33 agents. 33 agents qui sont morts pendant les opérations d'identification et d'enrôlement. En 2018, c'était 29 et cette fois-ci 38. C'est trop, il faut préserver. Alors, Rutshuru, par exemple, quelques électeurs qui ont fui la guerre et qui se retrouvent dans des camps des déplacés, la CENI est allée dans les camps pour les enrôler. Moi-même, moi qui vous parle, j'ai accompagné leurs excellences, le deuxième vice-président et le rapporteur adjoint, dans un camp situé dans le Nirangongo là. Parce que Nirangongo, vraiment, c'est ça fait un maintenant avec Goma. Donc, nous sommes allés dans ces camps-là pour lancer la sensibilisation pour l'enrôlement des électeurs. Donc, ceux-là ont été enrôlés en donnant leurs adresses d'origine dans le Rutshuru. Donc aujourd'hui, si la paix revenait partout, la CENI se rend à Rutshuru pour commencer, n'est-ce pas, l'identification de l'enrôlement. Il y a déjà une bonne partie de la population qui a été identifiée et enrôlée dans les camps de déplacés. Donc vous voyez, la CENI est même prête d'y aller, condition que le gouvernement lui rassure. Alors puisque l'insécurité persiste, qu'est-ce qui va se passer? Non. Ils ne sont pas électeurs. Non. Ils ne sont pas Rutshuru, Masisi et Kwamotu. Si l'insécurité persiste, la CENI ne va pas organiser des élections là-bas. Et ce n'est pas la première fois dans l'histoire de ces pays. Souvenez-vous en 2018, non loin d'ici, à Yumbi. Il n'y a pas eu élection présidentielle. Et quelque part dans le Nord Kivu toujours, je crois, je ne me souviens plus exactement, Beni ou Butembo, il n'avait pas non plus eu élection présidentielle. Mais le reste de la République ont dû continuer. Mais cette fois-ci, il y a même une sagesse que la CENI a trouvée bon. C'est le fait d'avoir réservé des sièges, n'est-ce pas, pour ces territoires-là. Et ces sièges ont été réservés en fonction des expériences passées. Depuis 2006 jusqu'à aujourd'hui, Kwamotu n'a toujours eu qu'un seul siège. Donc, toutes choses restant égales par ailleurs, si on pouvait organiser l'enrôlement, Kwamotu a toutes les chances d'avoir son siège. Et donc, il y a déjà un siège qui est réservé à Kwamotu, et puis autant de sièges réservés pour Masisi. Alors justement, maintenant, la légitimité de celui qui sera élu président de la République face à cette masse populaire qui ne l'a pas voté. Et vous voulez mettre en doute la légitimité de celui qui a été élu en 2018 parce que Yumbi, Beni et Butembo n'ont pas voté? C'est une expérience, une jurisprudence qui est créée. L'opposition, toujours dans ses accusations, vous pointe du doigt en disant que vous avez déjà des listes transmises par la coalition au pouvoir de ceux qui sont déjà élus même avant les élections. Si l'opposition a ces listes-là, qu'elle les brandisse, c'est tout. Je ne réponds pas, je ne suis pas prophète, en tout cas je ne peux pas répondre à une telle question. Si vous avez des listes-là, rendez-les publiques, comme ça on verra le jour où la CENI va annoncer les résultats. Voilà, ces listes avaient été déjà établies bien avant. Non, je pense que nous devons être sérieux. Vraiment, soyons sérieux. Parce que
le processus électoral, c'est quelque chose d'hypersensible. Donc, il ne faut pas avancer des choses sans preuve. On peut brûler tout un pays. Vous le savez. Quand on avance comme ça des choses sans preuve, on peut facilement brûler tout un pays. Donc, si quelqu'un détient ces listes-là, la meilleure des choses à faire, c'est de rendre ces listes-là déjà publiques avec la signature de l'autorité de la CENI, parce que vous dites que ces listes existent. Comme ça, on a ces listes bien avant les élections, et le jour où on va annoncer les élections, les résultats, on verra, voilà, les listes qui existaient déjà, et puis voilà ce qui s'est produit. Non. Vous pouvez nous expliquer ce qui entre en compte dans la réception des candidatures? Vous avez parlé des seuils de recevabilité. Beaucoup de regroupements en sont victimes. Non. Là aussi, excusez-moi, il faut qu'on éclaire la situation. Ça, c'est la loi électorale en vigueur. La loi n'est pas votée par la CENI, même pas promulguée par la CENI. La loi est votée au Parlement, Assemblée nationale et Sénat. C'est dans la loi que le législateur a estimé bon d'introduire des innovations. Et l'une de ces innovations, c'est notamment le seuil de recevabilité des listes, voilà, au prorata de 60%. Ce qui signifie que pour les élections législatives nationales, un parti ou un regroupement politique qui veut compétir doit présenter au moins 300 candidats. Toutes choses restant égales, nous avons 500 sièges, n'est-ce pas, au Parlement. Donc, 60% des 500 sièges, c'est plus ou moins 300 candidats. Le parti qui aligne 300 candidats dans les différentes circonscriptions, ce parti-là ou ce regroupement politique peut espérer, n'est-ce pas, participer à obtenir le seuil de recevabilité. Oui. Et la loi dit que le candidat indépendant n'est pas concerné par cela. Ah oui. Et ce seuil de 60% est appliqué à tous les scrutins directs, sauf l'élection présidentielle. Qui n'a qu'un seul siège. Voilà. Donc, le seuil de recevabilité, 60% au niveau national, 60% au niveau provincial, 60% au niveau local. C'est ça ce que la CENI est en train d'appliquer. Mais il y a bien entendu d'autres conditions, des conditions spécifiques à chaque scrutin, des conditions liées à l'âge, des conditions liées au niveau d'études, des conditions liées à la possession de la carte d'électeur ou de se faire identifier, enrôler lors du dépôt des dossiers de candidature, des conditions liées au paiement du cautionnement qui varient, n'est-ce pas, qui varient d'un scrutin à un autre. Et puis, il y a tant d'autres conditionnalités qui sont reprises dans la loi. Et une fois encore, je profite de votre question parce que les gens croient que l'argent que l'on paye pour la caution, ça arrive à la CENI. Ça n'arrive même pas ici. Voilà. Ça va au trésor public. La CENI ne voit même pas la couleur de cet argent. La CENI, tout ce qu'elle reçoit, c'est la preuve de paiement. Et d'ailleurs, laissez-moi vous dire que les conditions de voyage, des communications étant devenues difficiles dans notre pays, la CENI a rendu d'énormes services même à certains candidats indépendants qui ne pouvaient pas se déplacer. Ils ont déposé leurs preuves de paiement et la CENI les a scannés et a envoyés dans les différents bureaux de réception et traitement des candidatures. Au total, 168 bureaux de réception et traitement des candidatures ont été ouverts sur l'ensemble du territoire national, sauf bien entendu dans les territoires qui ne sont pas concernés jusque-là. Et pour l'élection présidentielle, nous n'aurons qu'un seul bureau de réception et traitement des candidatures qui sera ouvert ici au siège de la CENI. Très bien. Il y a aussi des critères, plutôt des conditions liées à l'éligibilité d'un candidat. Oui. On parle aussi d'un seuil d'éligibilité. Qu'en est-il exactement? Non. Le seuil légal de représentativité, ce seuil-là n'est pas à confondre au seuil de recevabilité. Alors, en termes simples, le seuil de recevabilité est appliqué au moment du dépôt des dossiers de candidature. Le seuil légal de représentativité, celui-là intervient après le vote. Lorsqu'on aura connu le nombre de suffrages valablement exprimés, alors
on va voir quel parti, quel regroupement politique peut espérer à la répartition des sièges. Donc cela va intervenir plus tard après le vote. Et les gens ne doivent pas confondre les deux seuils. Le seuil de représentativité, 1% à l'élection de la députation nationale, a existé depuis 2018. Le seuil de recevabilité vient d'être introduit maintenant, et donc c'est une innovation. Il y a d'autres innovations, par exemple, la prise en compte de la dimension genre. Voilà. La loi dit que le parti qui aligne 50% des femmes, ces partis-là ne payent pas le cautionnement électoral. Ah oui. Mais attention, lorsque vous remplacez la femme par un homme et ça crée les déséquilibres, à ce moment-là, vous payez. Ouais. Pendant la période d'ajout, de retrait ou de substitution des candidatures. Très bien. Alors, on termine par la question du Gabon. La commission électorale gabonaise est aussi pointée du doigt après avoir publié des résultats tronqués. Est-ce qu'il y a, vous pensez qu'il y a une leçon à tirer de cette situation? Par notre commission électorale. Je crois qu'il y a une sagesse, et ça n'engage que moi, une sagesse qui dit connaître ce qui s'est fait ailleurs n'est plus simplement une simple question de curiosité, mais c'est une nécessité. Nous suivons avec attention tous les processus électoraux qui se déroulent à travers le monde. Et moi-même qui vous parle, j'ai dû participer à l'observation de l'élection, la dernière présidentielle en Angola. Nous avons tiré des leçons. Laissez-moi vous dire, par exemple, qu'en Angola, j'ai trouvé des bureaux de vote en plein air. En plein air. Nabalabala, en plein air. Et les gens sont allés voter dans la paix. Vraiment dans la paix. À Luanda même, en plein air, les gens sont allés voter dans la paix. Il y a des choses qu'on a appris, n'est-ce pas, à Luanda. Par exemple, vous avez des isoloirs circulaires où 4 électeurs peuvent aller. Au même moment. Au même moment. Et avec des compartiments un peu circulaires comme ça, un peu chacun a son compartiment et 4 votes au même moment. Ça fait partie d'une leçon à tirer. La situation au Gabon, c'est un coup d'État. Un coup d'État qui a été mené. Et la paix est là, c'est l'essentiel. Mais chez nous, n'oublions pas, la Constitution dit qu'il faut accéder au pouvoir par des voies démocratiques. Et notre Constitution, de manière claire, a exprimé la manière d'accéder au pouvoir par des voies démocratiques après l'organisation des élections. Dieu merci, on a organisé les élections 2006, 2011, 2018 et nous allons encore organiser les élections cette année. Donc, j'espère qu'il y a des leçons à tirer parce que c'est un pays que nous connaissons mieux, mais laissez-moi également vous dire que l'électorat du Gabon n'est pas à comparer avec l'électorat de la République démocratique du Congo. Le Gabon, chez nous avons des dizaines de millions d'électeurs. Le Gabon, je ne sais même pas s'il représente 10 millions d'électeurs, je ne pense pas. Par rapport à la RDC. Voilà. Alors, nous sommes arrivés à la fin de cette émission, mais je ne peux pas sortir de cet immeuble sans pour autant avoir votre parole de sagesse, votre analyse par rapport aux déclarations du président Nanga. C'est un ancien président de la CENI, reconverti en politicien, mais qui, dans les déclarations, étonne l'opinion. Comment vous réagissez? Le président Nanga a été mon président, donc je m'abstiens volontairement de mettre un point de vue quelconque sur ses opinions. Merci beaucoup. Merci. Ça en est donc fini pour cet tête-à-tête. Nous vous fixons rendez-vous très prochainement avec le même plaisir. Merci. Merci beaucoup, directeur. Merci. Voilà. Merci.